Jeudi 1er juillet, fête du Canada, voici Midi Info. Bonjour, ici Manon Globensky, fidèle au poste, même si c'est un court Midi Info qu'on vous présente. Fête du Canada oblige, un 30 minutes jusqu'à ce que le collègue Philippe Marcoux prenne la relève avec l'émission spéciale de la Fête du Canada, où vous entendrez amplement parler des considérations spéciales qui sont données aux réalités autochtones cette année. Nous, après nous être attardés à la situation à Lytton, en Colombie-Britannique, on vous parlera de la découverte d'encore plus de tombes non identifiées sur le terrain d'un ancien pensionnat, toujours en Colombie-Britannique d'ailleurs, et de l'impact que ça a un peu partout au Canada, notamment sur la communauté Innu. Au Québec, Aurélie Lacassagne est là, David Dagenet aussi, et on vous parlera de justice américaine. Vous avez peut-être entendu dire que la compagnie de Donald Trump fait face à des accusations dans l'État de New York, à Manhattan, en fait, en particulier. Mais d'abord, le village de Lytton, en Colombie-Britannique, là, vous en entendez parler vraiment beaucoup. Si vous ignoriez où c'était et que ça existait, Lytton, ce n'est plus le cas. Là, ces derniers jours, on le sait, on a enregistré des températures records et le village, comme si c'était pas assez, a aussi été la proie des flammes. On en discute avec Francis Plourde à Vancouver. Bonjour, Francis. Oui, bonjour Manon. Donc, expliquez-nous là, cette dernière catastrophe en date. Oui, catastrophe annoncée, si on regarde la température qui a eu lieu ces derniers jours. On a eu ce développement-là qui a été annoncé aux alentours de 18 h heure locale hier, donc 21 h chez vous. La station météorologique avec la petite caméra à Lytton laissait entendre que les températures frisaient les 50 degrés Celsius à ce moment-là, des vents de 63 km à l'heure, donc assez rapide. Puis la caméra s'est éteinte. Ce qui arrive, c'est que le village, qui est situé à 4 heures de route là, de Vancouver, à mi-chemin après, à peu près avec Kamloops, avait fait, vous l'avez dit, des manchettes pour ces records qui ont été brisés à 3 reprises au moins ces derniers jours, des records de chaleur en raison de ce dôme de chaleur qui affecte la province. Et il y avait un feu pas loin qui était déjà combattu depuis plusieurs jours, pas loin de là. Et selon les images qu'on a vues, le feu s'est propagé. Ça a été un mur de fumée qui s'est approché rapidement de ce village de à peu près 300 habitants. Ça a rapidement pris le village d'assaut. On a vu des images de flammes, de destruction de structures, des maisons, des édifices. Le feu était vraiment partout. Des images qui rappellent d'ailleurs les feux de Fort McMurray. Donc, les gens ont dû partir très rapidement. Il n'y a qu'une route pour accéder. Les gens pouvaient partir au nord ou au sud. Le maire de Lytton, Jen Polderman, lui, s'est réfugié au sud, à Maple Ridge, en banlieue de Vancouver. Ce qu'il a dit, c'est que le village était en feu. En à peine 15 minutes, là, tout ça est parti comme en fait, un feu de poudre. Dans la localité voisine de Boston Bar, les gens ont été évacués. Il y a un centre d'hébergement qui a aussi été mis en place à Merritt, donc plus à l'est. Et il y a des gens qui ont retrouvé refuge à l'Île-Ouette, plus au nord. Mais ce qui arrive, c'est que c'est difficile de trouver un endroit où aller en ce moment, parce qu'en raison de la chaleur, les hôtels affichaient déjà complets. Oui. Les gens s'étaient réfugiés là, pour échapper à la chaleur, profiter de l'air climatisé. Et ça arrive évidemment en ce jour de fête du Canada. Et ce que m'expliquait Dominique Arnoldi hier, c'est que on est un peu victime de ce dôme de chaleur, encore une fois, mais parce qu'il se déplace avant, le dôme de chaleur empêchait les éclairs d'atteindre le sol. Et là, parce qu'il se déplace, donc, les éclairs, même s'il ne pleut pas, les éclairs peuvent atteindre une forêt absolument sèche. Et donc, c'est pas que à Lytton qu'il y a ces feux de forêt, là. Non, effectivement, ce qu'on a là, c'est vraiment une tempête parfaite. C'est une vague de chaleur qui dure depuis plusieurs jours. Il n'y a pas eu de pluie depuis quelques semaines déjà. Et ce dôme de chaleur, donc, qui protégeait, qui se transfère vers l'est, un phénomène d'ailleurs qui sera de plus en plus fréquent avec les changements climatiques. Avec ça, comme il se déplace, ça amène de la foudre. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de foudre hier. Si on regarde là, ailleurs, dans le nord de la Colombie-Britannique, dans la région de Peace, on parle de centaines d'éclairs qui ont eu lieu en quelques heures. Et là, ça risque de brûler aussi. Il y a d'ailleurs un ordre d'évacuation qui a été émis ce matin à Sparsley. Je pense pas que c'est très connu là, pour les auditeurs de l'Est, ni ici d'ailleurs, mais c'est à peu près 200 km au nord de Dawson Creek. C'est un endroit qui est extrêmement peu peuplé, mais qui vit de l'industrie du gaz et du pétrole. Il y a beaucoup d'opérations de gaz et de pétrole dans le secteur.
Donc, on voit que là aussi, il y a un ordre d'évacuation en place. Donc, c'est vraiment une situation où on se dit que le pire est probablement à venir parce que toutes les conditions sont là pour avoir des feux de forêt de la taille qu'on a vu dans les années précédentes. Et tout ça, évidemment, arrive à un drôle de moment, jour de fête du Canada, un moment où la Colombie-Britannique aussi vient tout juste de mettre fin à son état d'urgence sanitaire en raison de la pandémie. Donc, on attend de voir là, comment les autorités vont réagir. Francis Plourde de Vancouver, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Puis on reste en Colombie-Britannique d'une certaine façon, puisque hier, la communauté autochtone de Lower Kootenay rapportait la découverte de 182 tombes non identifiées près de l'ancien pensionnat Saint-Eugène. Donc, d'autres découvertes après celle de Kamloops en Colombie-Britannique et de sur le terrain de l'ancien pensionnat de Marival en Saskatchewan. Ça ébranle, encore une fois, les communautés autochtones et les chefs Inuits de la Côte-Nord joignent leur voix devant cette situation qu'ils jugent extrêmement grave. Ils interpellent le gouvernement Trudeau pour soulager, disent-ils, la douleur des familles qui souffrent encore. J'en parle avec Jean-Charles Pietachot, chef de la communauté Innu d'Equanichit. Bonjour, Monsieur Pietachot. Bonjour. Oui. D'abord, votre réaction là, à cette troisième découverte? Malgré que moi, je savais, je suis un ex-pensionnaire pour avoir participé à la commission Vérité et Réconciliation, de savoir qu'il y avait des enfants qui ont été enterrés près des pensionnats. On sait qu'il y avait plus de 4000 enfants disparus depuis que les ex-pensionnaires ont raconté leur histoire. C'est douloureux, ça fait mal là, de savoir ça, que des enfants ont été enterrés près des pensionnats quand des familles attendaient le retour de leurs enfants, surtout que la façon que ça avait été, ça a commencé dans le sens que ils ont été enlevés comme la plupart des ex-pensionnaires. C'est tous des enlèvements qu'on savait même pas qu'aujourd'hui ça se dévoile de plus en plus, et de savoir qu'ils ne sont jamais revenus, ça aurait pu être moi ou les ex-pensionnaires auxquels j'ai fréquenté, qui étaient avec moi, que peut-être nous serions l'une des victimes de l'événement. Les chefs Inuits de la Côte-Nord sont réunis là, vraiment en présentiel pour la première fois depuis un an et demi. Le communiqué qui est sorti de la rencontre, le communiqué de Nation Innu, dit, entre autres, Jean-Charles Pietachot, « Le temps n'est plus aux excuses ou à la consternation. Nous sommes devant une situation extrêmement grave qui demande beaucoup plus que de simples paroles ou des dollars. Il faut des gestes forts. » Alors, est-ce que vous avez quelque chose en tête? Mais définitivement, je pense que il faut pas que ça passe demain, que ça soit dans l'oubli, qu'on passe à autre chose, comme c'est souvent arrivé depuis les déclarations dans des commissions. Ces rapports-là sont restés dans les tablettes, et là, cet événement-là devrait nous porter à réfléchir, nous, comme les Canadiens ou l'ensemble des citoyens du Canada. Et il y a des gens qui ont commis des crimes. Il va falloir, je pense, aller plus loin, vraiment aller chercher les personnes qui ont fait ces atrocités envers des enfants, et comme la plupart, là, tout le monde pense que c'est arrivé dans les années 1800. Non, c'est arrivé dans les années 70 et jusqu'en 96. C'est douloureux pour les familles qui sont encore sur cette terre, là, de savoir ça, que maintenant leurs enfants ont été simplement enterrés à côté du pensionnat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on l'avait raconté, mais quand même 4000 enfants, c'est beaucoup.
beaucoup. Là. Puis le chiffre, là, c'est pas fini encore. Mm-hmm. Et les chefs Inuits disent aussi, bon, il y avait un pensionnat à Sept-Îles, le fameux pensionnat Notre-Dame. Donc, on pense que ce serait une bonne idée d'aller de l'avant et de faire des fouilles là aussi sur le terrain. Oui, définitivement, pour enlever les doutes, depuis les événements, on se pose des sérieuses questions comme parents, grands-parents, mais on demande aussi la collaboration. Il faut respecter le choix là, des parents. Là, nous, on veut vraiment aller chercher la vérité, mais pour chercher la vérité, ça prend la participation de tous, là, comme des familles qui sont encore dans nos communautés, qui les enfants ont été dans ces pensionnats-là. Et ce que j'aimerais ajouter, oui. c'est il faut la collaboration de tous, puis tranquillement, je pense qu'on va trouver peut-être des réponses, mais ça va être long parce que c'est comme réouvrir des plaies qu'on tente depuis de nombreuses années de pallier par des solutions qu'on trouve à même notre culture, à même nos façons de faire. Je pense que c'est un peu qu'on demande, là, puis qu'aujourd'hui, là, on n'a pas matière à fêter de notre côté. Moi, je vais participer à une marche à 16h ici à Québec. Et dans nos communautés, il y a des événements là, qui vont être en mémoire des enfants qui ont été retrouvés. Oui, c'est pour ça que c'était important pour nous de vous parler aussi. Vous disiez, il est temps là, de faire toute la lumière sur potentiellement ce qui peut s'être passé au pensionnat Notre-Dame. Est-ce qu'il se raconte des choses? Oui, ils se racontent des choses, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis avec leurs secrets et il y a encore des gens qui ont fréquenté le pensionnat, qui ont des histoires, puis qui ont été racontées, ces histoires-là. C'est ça qu'il faut aller chercher, puis avec la collaboration de ces gens-là. Là, moi, comme dirigeant, je peux pas dire voici, non, il faut le consentement de ces familles-là avec nous et il faut enlever le doute puis définitivement faire ce qui devrait être fait dans les règles de l'art, comme on dit. Mm-hmm. Jean-Charles Pietachot, chef de la communauté Innu d'Equanichit Miigwech. Midi Info avec Manon Globensky. Allons aux États-Unis maintenant, virtuellement, parce que c'est avec Julie-Pierre Nadeau, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, qu'on va le faire. Bonjour, Julie-Pierre. Bonjour. Julie-Pierre, ce matin, Alan Weisselberg, le directeur financier de la Trump Organization, l'entreprise de l'ex-président Trump, s'est rendu aux autorités. Le procureur du district de Manhattan a fait annoncer qu'il s'apprête à déposer des accusations de fraude fiscale contre Weisselberg et contre la Trump Organization. Mais Donald Trump n'est pas vraiment directement mis en cause, mais on sait qu'il est aussi dans la mire de la justice. Qu'est-ce que reproche le district de Manhattan, le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, à la Trump Organization? Oui, bon, évidemment, là, on présume des accusations parce qu'elles n'ont pas été dévoilées, elles sont toujours sous scellées, mais on sait que le tout découle d'une enquête qui avait débuté, là, on se rappellera, avec des paiements qui avaient été faits à des ex-maîtresses de Donald Trump. Ça avait ensuite découlé vers une accusation de Michael Cohen, le témoignage de Michael Cohen devant le Congrès, qui lui avait dévoilé peut-être un stratagème de manipulation de documents financiers et donc peut-être de fraude fiscale, de fraude sur l'assurance aussi. Donc, c'est les dossiers sur lesquels ont enquêté Cyrus Vance Jr. par la suite. Donc, on s'attend là, à des accusations de cet ordre-là. Plus précisément, dans le cas de M. Weisselberg, il semblerait que ce soit des accusations de fraude fiscale en lien avec des bénéfices qu'il aurait obtenus, là, des bonus ou des avantages qu'il aurait obtenus de la Trump Organization. On parle de voitures, d'un appartement, de frais de scolarité qui auraient été payés pour un de ses petits-enfants et qui n'auraient pas été déclarés à l'impôt, donc il n'aurait pas payé d'impôt sur ces revenus-là, en quelque sorte. Oui.
Cyrus Vance, on le sait, c'est un démocrate. Il est procureur du district de Manhattan. On sait aussi que la procureure de l'État de New York, Laetitia James, qui elle aussi est une démocrate connue, fait enquête, mène des enquêtes autant au civil qu'au criminel là, contre la Trump Organization et Donald Trump. Comment on fait pour que le système de justice demeure, d'une certaine façon, à l'abri de considérations partisanes? Est-ce que c'est ça, le processus du grand jury? C'est en quelque sorte de montrer la preuve qui a été amassée, de laisser cette décision à savoir s'il y a matière à accusation pour peut-être, évidemment, éviter là, ces accusations de chasse aux sorcières qui tournoie autour de Cyrus Vance là, depuis plusieurs années maintenant. Là, Donald Trump continue encore une fois de dire que c'est une chasse aux sorcières. Et il faut le dire, là, parce que quand on regarde les analyses juridiques, il faut dire qu'il y a quand même un peu matière à accusation de ce côté-là, ou matière à soupçon, parce que pour l'instant, et là, c'est pour ça que je dis qu'il faudra attendre de voir les accusations concrètes, mais il y a plusieurs cas de problèmes fiscaux ou de problèmes d'impôts non payés, par exemple, qui se règlent au civil et non au criminel. Donc, c'est à se demander pourquoi en ce moment on décide d'accuser M. Weisselberg au criminel plutôt qu'au civil ou lui imposer de fortes pénalités, par exemple. Et donc, il faudra savoir comment Cyrus Vance réussit à justifier ses accusations. Il faudra voir aussi si la stratégie, parce qu'on présume qu'il y a une stratégie derrière ça, porte fruit et on s'attend à ce qu'il essaie de convaincre M. Weisselberg de témoigner contre Donald Trump. Est-ce qu'il réussira à le faire? Ça reste à voir, mais on présume jusqu'à présent là, que c'est un peu la démarche qui est entamée aujourd'hui. Bon, on se rappellera qu'on est allé jusqu'en Cour suprême pour obtenir les déclarations d'impôts de Donald Trump, du côté de Cyrus Vance. La Cour suprême des États-Unis aujourd'hui en était à son dernier jour de session et elle a rendu une décision importante. Elle maintient des restrictions au vote mises en place par les républicains en Arizona. Et ça, bien sûr, ça nous donne une idée que ça va être difficile de contester jusqu'au plus haut tribunal d'autres restrictions dans d'autres États. Tout à fait, parce que oui, ça a des implications concrètement en Arizona, mais pourquoi on surveille ce genre de dossier? C'est plutôt pour l'implication plus large. Et là, avec la décision aujourd'hui, la Cour suprême vient fragiliser, en quelque sorte, la section 2 du Voting Rights Act qui empêchait des restrictions liées à la race, donc des dispositions qui désavantageraient les électeurs issus des minorités ethnoculturelles. Sauf qu'avec la décision qui a été rendue aujourd'hui, on voit que la Cour suprême dit plutôt qu'il faut prouver une intention de désavantager un certain groupe d'électeurs plutôt que d'évaluer les effets d'une disposition. Parce que dans un jugement précédent dans cette cause-là, un juge avait dit, écoutez, on voit que ça a des répercussions plus grandes sur les électeurs issus des minorités. Et là, la Cour suprême dit, mais il faut regarder l'intention derrière la loi. Et ça vient en quelque sorte protéger les dispositions, les restrictions qui sont adoptées présentement dans plusieurs États parce que, évidemment, là, on n'écrit pas textuellement dans la loi qu'on veut désavantager certains groupes. Et donc, ça laisse présager est-ce que la Cour suprême maintienne aussi les restrictions qui sont adoptées présentement, par exemple, au Texas et en Géorgie. Et donc, ça mine un peu les espoirs des groupes qui souhaitaient contester les nouvelles restrictions devant la Cour. Donc, ce sont les 6 juges républicains qui maintiennent les restrictions contre les 3 juges démocrates qui s'y opposent. On sent vraiment que la majorité républicaine donne de la voix, là. Tout à fait. C'est pas une grande surprise, cela dit, que la majorité conservatrice, parce qu'on préfère parler de conservateurs et de libéraux dans le cas des juges. On évite les affiliations politiques, même si, évidemment, ils sont républicains. C'est pas une grande surprise que ce jugement-là soit rendu. Ça reste dans la lignée d'autres opinions qu'avait donné la majorité de ces juges-là. Donc, pas une grande surprise, mais une grande déception là, pour plusieurs défenseurs des droits de vote aux États-Unis. Julie-Pierre Nadeau, c'est dommage, c'est tout le temps qu'on a. J'aurais voulu qu'on parle du juge Breyer qui partira pas à la retraite. Ça ne semble pas être le cas, mais bon, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Je rappelle que vous êtes chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir. Pour nous suivre sur Twitter, @MidiInfo.
光荣英雄的中国人民万岁！ Les festivités vont bon train en Chine où on célèbre rien de moins que le centenaire du Parti communiste chinois. Aujourd'hui, c'était grande célébration sur la place Tiananmen, très symbolique. Le président Xi Jinping a prononcé un discours très attendu et Aurélie Lacassagne en a fait l'objet de sa chronique Inter. Bonjour Aurélie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on retient du discours? Bien entendu, dans un premier temps, il a fait l'apologie du Parti communiste chinois en lui attribuant la réussite d'avoir sorti la Chine du féodalisme, de la pauvreté, de l'humiliation. Et puis, il s'est inscrit, bien entendu, dans cette filiation en s'engageant fermement à étendre l'influence et la puissance militaire chinoise à travers le monde. Parce que, en réalité, maintenant, ce discours était aussi clairement adressé au monde entier et le ton était plutôt offensif. Des mises en garde pas très subtile, la Chine est là, elle est forte, et si les forces étrangères voulaient s'attaquer au pays, elles trouveraient sur leur chemin un mur formé de 1,4 milliard de personnes. Un mur de fer. Un mur de fer. Oui. Voilà, on n'est plus dans l'argile, on n'est plus dans la pierre, on est dans le mur de fer. Et puis, il a prévenu aussi que la Chine ne tolérerait pas les ingérences et les discours moralisateurs de la part de l'étranger, de ceux qu'il a appelés, ceux qui pensent qu'ils ont le droit de donner des leçons. Je ne sais pas s'il nous a entendu parler de Hong Kong hier, mais en tout cas, les avertissements sont lancés aux pays occidentaux, on le comprendra, là, pas nécessairement à Midi Info directement. Et ça s'inscrit dans un contexte diplomatique assez difficile pour la Chine. Comment on peut interpréter les mises en garde qu'il fait? Oui, effectivement, parce que on le sait, l'isolement de la Chine est grandissant. Les relations sont acrimonieuses avec plusieurs pays. Que ce soit les critiques de la communauté internationale sur la situation des Ouïghours, avec de plus en plus de pays qui adoptent des résolutions pour dénoncer un génocide. Les escarmouches avec l'Inde, qui sont monnaie courante dans la région frontalière de l'Aksai Chine. Pas toujours, mais c'est vrai. On aura sûrement l'occasion d'y revenir au cours de l'été. La situation à Hong Kong, vous l'avez mentionné, Hong Kong qui d'ailleurs aujourd'hui est sous haute surveillance puisque c'est l'anniversaire de la rétrocession. Belgium aussi qui a beaucoup de problèmes avec ses voisins, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, autour des îles, archipels et autres bouts de rochers en mer de Chine méridionale. Des relations très mauvaises avec le Canada, avec l'Australie. Et puis bien sûr, il y a le problème de Taïwan où tout le monde craint une escalade. Oui, d'ailleurs, Xi Jinping ne s'est pas gêné pour réitérer son intention de reprendre le contrôle de Taïwan. Tout à fait. On a eu le droit à un exercice de propagande grandiose, mais en même temps, on n'a pas eu de langue de bois sur ce sujet. Il a déclaré que personne ne devait sous-estimer la résolution, la volonté et la capacité de la Chine à définir sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. C'est une ligne classique. Le Parti communiste chinois a toujours considéré Taïwan comme une province sécessionniste qui devait être attachée à la Chine par la force s'il le fallait. Mais ce qui a surpris, c'est le ton extrêmement belligérant qu'a utilisé Xi Jinping, qui ne va pas calmer les peurs qu'on a autour d'un affrontement. Le ton, c'est une chose, mais est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions? Ça, c'est la véritable question. Quel est exactement le degré de puissance de la Chine? On a souvent décrit la Chine comme ce colosse au pied d'argile. Est-ce toujours le cas? On a eu un petit défilé militaire aujourd'hui, rien de bien impressionnant si on compare au défilé de Poutine avec ses armes hypersoniques. Ceci dit, on le sait que la Chine rattrape doucement mais sûrement son retard technologique. Elle étend ses capacités militaires, nucléaires, spatiales. Aujourd'hui même, on a vu dans les médias des images satellites publiées qui montrent la construction d'une centaine de silos à missiles dans le désert. On craint que ça puisse accueillir des missiles nucléaires. Mais c'est surtout que la Chine, selon moi, a été très efficace à déployer sa puissance par d'autres moyens. Je pense notamment à l'initiative pharaonique des nouvelles routes de la soie qui permet à la Chine d'exercer une influence politique, diplomatique, économique sur une bonne partie du continent asiatique et sur le continent africain. Et ce qui est intéressant avec cette initiative des routes de la soie, c'est que c'est pas simplement terrestre. Il y a une composante maritime qui va permettre à la Chine, pour la première fois dans son histoire, d'être une puissance maritime mondiale. Et ça, c'est ce qui lui manquait pour être une superpuissance. Aurélie, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Et puis,
puis, le 1er juillet, c'est pas seulement synonyme de fête du Canada, c'est aussi le premier anniversaire du nouvel accord commercial nord-américain, l'ASEUM ou bien l'ALENA 2.0, si vous préférez. On a beaucoup entendu parler de ce nouvel accord et c'est le sujet, de la chronique économique de David Dagenet. Bonjour, David. Bonjour, Manon. Alors, c'est bon signe qu'on en ait entendu beaucoup parler? C'est depuis un an, on en entend peut-être un peu moins parler. On en a beaucoup entendu parler à l'époque. Et en fait, c'est un signe d'un certain retour à la normale. L'ASEUM, ça a été une occasion de mettre à jour l'ALENA, mais c'était avant tout l'accord qui a signé la trêve dans la guerre commerciale avec l'administration Trump. Rappelez-vous les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium, la réplique canadienne. On avait mis des tarifs sur les machines à laver, sur le ketchup Heinz. Il y avait du chantage de l'administration Trump envers les Chinois. On disait acheter nos produits agricoles, sinon on va vous inonder de tarifs. Le vrai changement dans les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis n'est pas survenu il y a un an, mais plutôt le 20 janvier dernier, quand l'administration de Joe Biden est entrée en fonction. Pourtant, le départ de Donald Trump n'a pas suffi à régler tous les différends commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Hein, David, l'ASEUM n'a pas réglé les vieux conflits sur le bois d'œuvre ou la gestion de l'offre ou les griefs canadiens par rapport au Buy American Act. Non, c'est vrai. Si ça se trouve, ces conflits s'en sont trouvés renforcés, Manon. Par exemple, dans l'ASEUM, le Canada a fait des concessions aux États-Unis sur l'accès des produits laitiers au Canada. Ça n'a pas empêché les États-Unis de déposer une demande de règlement des différends contre la gestion de l'offre en mai dernier. Pourtant, la gestion de l'offre au Canada, c'est pas nouveau. Les États-Unis l'ont implicitement accepté dans les négociations de l'ASEUM en échange de concessions sur l'accès au marché. Dans le fond, dans le cadre de l'ASEUM, on a accepté de collaborer là où on s'entendait et de continuer à se chicaner sur à peu près tous les conflits qui existaient déjà avant le nouvel accord. OK. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Quand même plusieurs choses, Manon. D'abord, il a assaini, l'ASEUM, ça a quand même assaini le climat politique autour du libre-échange nord-américain aux États-Unis. L'ALENA était généralement perçu comme un accord bénéfique par nos politiciens ici, mais ce n'était pas toujours le cas au sud de la frontière où l'accord a souvent eu mauvaise presse. On trouvait qu'on avait trop fait de concessions au Mexique, au Canada à l'époque. C'est un sentiment qui était exacerbé par la perte de pouvoir d'achat des ouvriers américains depuis 30 ans, l'exode des emplois manufacturiers. Le protectionnisme de Trump et sa promesse de revoir l'ALENA, c'était populaire aux États-Unis, même si la façon qu'il a pris pour réformer l'accord, c'était grossier et parfois choquant. L'ASEUM a quand même diminué les tensions aux États-Unis par rapport à l'idée même de l'intégration régionale. Ça a donné l'impression aux Américains de faire des gains et surtout, ça ne s'appelait pas NAFTA. Est-ce qu'on peut dire qu'on a aussi modernisé l'entente? On y a certainement intégré plusieurs nouvelles notions. Hein. La notion de commerce électronique, par exemple. Excite l'arbitrage privé des plaintes sur l'investissement. Ça a été un gain important pour le Canada. Les dispositions sur les normes du travail, de l'environnement ont été aussi largement améliorées. Mais entendons-nous, c'est en fait un pas de recul sur l'idée d'intégration économique continentale par rapport à l'ALENA. L'ASEUM, c'est un accord qui permet davantage de gérer le commerce et les différends entre les trois partenaires plutôt que d'accroître la libéralisation de l'économie. Les nouvelles règles d'origine et le salaire minimum dans le secteur de l'automobile, par exemple, ça fait en sorte que ça demande beaucoup de contrôle puis de surveillance. Ce que le Canada a gagné, Manon, c'est surtout la stabilité, la prévisibilité. Et d'une certaine manière, les vieilles chicanes qu'on voit ressortir en font partie. Les entreprises et les investisseurs vous diront que la stabilité et la prévisibilité, c'est une très bonne chose. Donc, si on entend moins parler du 1 an de l'ASEUM aujourd'hui, c'est probablement une bonne chose. Et David, ça fait des jours qu'on veut en parler, puis là, on l'apprend, une nouvelle de dernière minute. Les pays membres qui négocient sous l'égide de l'OCDE, devrais-je dire, sont d'accord sur un nouveau système de taxation des multinationales. Oui, il y avait eu une entente au G7 au début du mois, et là, toute la semaine à Paris, les négociateurs s'affairaient à trouver une entente, à faire accepter cette entente-là sur un seuil minimal de 15 % de taxation pour les entreprises. On y est arrivé. On devrait avoir une entente formelle au G20 la semaine prochaine, le 9 et le 10 juillet. On en reparle demain, David. Absolument, Manon. Et que ça passe vite, 30 minutes. Merci à vous d'avoir été là. On se dirige tranquillement vers un petit bulletin de nouvelles, puis l'émission spéciale du 1er juillet. À demain!